Salam alaikum chers étudiants. Donc dans cette troisième partie de la matière CM, on va parler des sources de perturbation. Donc nous avons deux types de sources, les sources de perturbation d'origine naturelle et les sources de perturbation qui ont un rapport avec l'activité humaine. Donc parmi les sources des perturbations d'origine naturelle, on peut citer la foudre, qui est la décharge électrostatique entre nuages ou entre nuages et sol. Aussi bien les rayonnements cosmiques, et en particulier le rayonnement solaire. Parmi les sources de perturbations qui ont un lien avec l'activité humaine, on peut distinguer trois catégories. La première catégorie, c'est les sources de rayonnement volontairement créées par l'homme, c'est-à-dire intentionnelles. C'est-à-dire comme les émetteurs radio, la télévision, le radar, les téléphones portables, etc. Il y a aussi les sources de perturbations involontaires qui proviennent de l'utilisation de l'électricité. Par exemple, les lignes de transport de l'énergie, l'éclairage fluorescent, les moteurs électriques, les alimentations des systèmes électroniques. Toutes ces sources sont des sources de perturbation involontaires. Et finalement, les décharges électrostatiques qui impliquent le corps humain ou des matériaux mis en mouvement par l'homme. Citons par exemple le cas d'une personne qui marche sur un tapis avec avec un soulier isolant. Maintenant, on va parler de la vocation de la CEM. Bon, la compatibilité électromagnétique est la discipline qui a pour objet d'étudier les problèmes de cohabitation électromagnétique, c'est-à-dire تعايش بين مختلف الأجهزة dans un milieu pollué électromagnétiquement. Sa vocation est, premièrement, elle vise à étudier les transferts d'énergie non intentionnels entre systèmes électriques et ou électroniques. C'est-à-dire, elle étudie les transferts d'énergie non intentionnels. Elle étudie également, elle permet de mettre au point des procédés permettant de limiter les perturbations électromagnétiques émises et ainsi de satisfaire à la réglementation en vigueur. Ça concerne la source de perturbatrice. Et enfin, de mettre au point des procédés permettant d'accroître l'immunité des systèmes aux parasites dont des limites faisant également l'objet de réglementation. C'est-à-dire, ici, elle vise la victime qui subit ces perturbations. Donc, à partir de cela, on peut délimiter trois principaux centres d'études qui sont, c'est-à-dire les sources de perturbation, le mode de couplage et de propagation, les modes de couplage et de propagation et les effets des perturbations sur les victimes qui correspondent au concept de susceptibilité électromagnétique. Ici, on parle de l'influence de ces perturbations sur les victimes qui subissent ces perturbations électromagnétiques. Okay. Maintenant, on parle des moyens utilisés pour se protéger contre les perturbations. Ici, j'ai oublié le N, contre, c'est moyens de protection contre les perturbations. Donc, on peut utiliser trois moyens pour se protéger contre les perturbations. Premièrement, c'est supprimer ou réduire au maximum l'émission provenant de la source. Il faut chercher à supprimer, sinon à réduire au maximum les perturbations électromagnétiques provenant de la source. Réduire le couplage. Et en dernier lieu, c'est rendre le récepteur moins susceptible aux émissions. Donc, un système électromagnétiquement compatible respecte trois critères. Il ne perturbe pas le fonctionnement d'autres systèmes. Très bien. Il n'est pas susceptible aux émissions d'autres systèmes. Là, il joue le rôle de la victime. Il ne produit aucune interférence avec lui-même.
Maintenant, on va parler des modes de transmission des perturbations. Les signaux parasites émis par la source sont propagés vers la source d'énergie ou vers la charge qui est désignée par le terme de victime de plusieurs façons, liées à leur environnement respectif. Deux cas peuvent alors se présenter. C'est-à-dire, ici, on va s'intéresser à la propagation des perturbations de la source perturbatrice vers, c'est-à-dire comment se propagent les perturbations électromagnétiques de la source vers la victime. Nous avons deux cas peuvent alors se présenter. Le premier cas, si la perturbation se propage dans des câbles ou dans des conducteurs, on parle de perturbation conduite. Donc, les perturbations conduites sont des perturbations qui se propagent dans des câbles ou dans des conducteurs. Et pour ce cas-là, nous avons deux cas possibles. Il y a le mode symétrique et le mode asymétrique. J'invite les étudiants à chercher quelle est la différence entre le mode symétrique et le mode asymétrique. Bon, le deuxième cas est si la source et la victime sont éloignées et sans liaison galvanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un conducteur qui relie la source et la victime. Donc, cette fois-ci-là, ou dans ce cas, la perturbation est transmise par une onde électromagnétique. On parle de perturbation rayonnée ou propagée. C'est-à-dire, la perturbation passe de la source vers la victime à travers des ondes électromagnétiques. On parle donc de perturbation rayonnée ou propagée. Les phénomènes, dans le cas d'une perturbation rayonnée ou propagée, les phénomènes sont décrits avec les outils théoriques et expérimentaux propres à ce domaine. Équation de Maxwell et utilisation d'antennes de mesure. C'est-à-dire que dans le cas des perturbations rayonnées, l'outil théorique à utiliser, c'est bien les équations de Maxwell. Nous avons 4 équations. Ces 4 équations sont l'outil théorique utilisé pour analyser les perturbations rayonnées. Alors, du point de vue expérimental, il faut utiliser des antennes de mesure. Évidemment, le choix de l'antenne dépend de plusieurs caractéristiques, à savoir la bande passante, le gain, la polarisation, etc. Très bien. J'aimerais bien donner une autre remarque importante et que dans le cas des mesures, si on veut mesurer les perturbations rayonnées avec des antennes, dans ce cas-là, l'antenne est souvent mise dans une cavité appelée chambre anéchoïque. La chambre anéchoïque est dotée d'absorbants qui ne permet pas la réflexion des ondes électromagnétiques émises par l'antenne. C'est-à-dire que les mesures d'antenne doivent être élaborées avec une précision particulière, notamment en premier lieu l'utilisation d'une cage de Faraday appelée chambre anéchoïque. Une autre remarque importante est pourquoi on utilise les dB dans le domaine de la SEM. On voit bien que les grandeurs sont données en dB. Donc j'invite également les étudiants à rechercher les causes
qui nous pousse à utiliser, à donner les grandeurs en dB, c'est-à-dire au lieu de parler d'une perturbation électromagnétique en volts, en tension par exemple en volts, on parle, ou en microvolts, on parle de dB microvolts. Et je remercie les étudiants pour de l'attention et bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.